Entre les ruelles tortueuses du Marais et les boulevards de la place de la Bastille, la place des Vosges. Un grand square, calme et arboré, qui contraste avec l'agitation des alentours. On s'y sent un peu retiré de Paris. Sur cette place fermée, le bruit de la ville ne passe pas, les voitures très peu, et les façades identiques forment un rideau entre nous et le reste. On y est tranquille, et l'on y vient surtout pour lire, se retrouver sur la pelouse, ou pour respirer quelques minutes avant de s'engouffrer dans le métro. C'est une capsule de calme. De toute façon, on aurait du mal à y habiter. La place des Vosges, comme elle est appelée depuis le 19e siècle, est l'un de ces lieux que l'on dit muséifiés, où l'on regarde sans toucher. D'abord parce que toucher, c'est trop cher. Ce sont là les mètres carrés les plus convoités de Paris, elle-même l'une des villes les plus inabordables d'Europe. Et on ne touche pas non plus parce que tout ici a une histoire, souvent racontée et souvent enjolivée. Les guides de Paris la décrivent comme la plus vieille place de la ville, et aiment à rappeler que ces pavillons ont été habités par des noms illustres, des écrivains, comme Madame de Sévigné ou Victor Hugo, mais aussi par l'élite politique, qui cherche à attacher son nom au prestige des façades, des nobles de l'Ancien Régime à, de nos jours, Jack Lang ou Dominique Strauss-Kahn. C'est un lieu que l'on présente souvent comme la plus pure représentation de la richesse en France. Et pourtant, la place des Vosges, c'est à l'origine une usine. Ces bâtiments, de briques et pierres, sont un cas d'école d'accident architectural, de métamorphose fonctionnelle et symbolique d'un espace. Ils ont été construits, dans les premières années du XVIIe siècle, pour accueillir une manufacture de tissus et pour en loger les ouvriers. Ils en sont arrivés à incarner en France la richesse la plus spectaculaire. Comment la place et le rôle de ce lieu ont-ils pu se retourner aussi complètement ? La place des Vosges offre une fenêtre sur la manière dont les formes urbaines qui sont aujourd'hui les éléments basiques d'une ville moderne et que nous ne remarquons même plus, la place, le jardin public, les rues rectilignes ou les façades homogènes, sont apparus et ont d'abord été jugés, mais aussi sur la manière dont les regards sur la ville changent et transforment des usines en palais. Si l'on veut faire l'histoire de la place des Vosges, l'un des problèmes est que le projet initial a été enterré sous ce qu'il advient par la suite. La place des Vosges ne porte ce nom que depuis le 19e siècle. Elle est d'abord appelée la place royale, parce qu'un roi l'a créée et parce qu'une statue de roi se trouve en son centre. Or, l'expression de place royale, chez les historiens, est devenue bien plus qu'un lieu particulier. Elle désigne un type de place, un modèle urbain bien défini. Les places royales, ce sont 5 places à Paris, les places Dauphine, des Vosges, des Victoires, Vendôme et de la Concorde, selon leur dénomination actuelle, et beaucoup d'autres dans les villes françaises, comme la place Bellecour de Lyon, la place de la Bourse de Bordeaux ou la place Stanislas de Nancy. Les places royales ont une forme particulière, qui associe 2 ingrédients hérités de l'architecture de la Renaissance. Une statue équestre du roi au centre, et des façades identiques qui servent d'écrin à la statue. Le dialogue architectural entre le portrait du roi et un décor neutre destiné à accueillir les hôtels particuliers des plus riches habitants de la ville mettrait en scène la relation de la monarchie avec les nobles, à la fois soumis et associés au roi. Le concept de place royale est donc souvent utilisé pour désigner une forme d'opération de propagande, ce qui est effectivement le cas des places plus tardives, comme la place des Victoires ou la place Vendôme. Le problème est que ce concept ne marche pas du tout pour la place des Vosges, la place royale originelle. La statue en son centre est placée plus de 20 ans après sa construction. Elle ne représente pas Henri IV, le roi à l'origine de la place, mais Louis XIII, son fils. Dans son état initial, pas de statue, pas d'ouverture, pas de jardin. Seulement les bâtiments et un grand vide. C'est que la place a un but précis et très concret, bien au-delà de la seule propagande. C'est une manufacture, une usine. La place royale est créée de toutes pièces dans les premières années du XVIIe siècle, entre 1605 et 1610. Paris sort de 40 ans de guerre civile entre catholiques et protestants, les guerres de religion,
Le nouveau roi, Henri IV, est un ancien protestant d'une nouvelle dynastie qui a succédé à un roi assassiné et que beaucoup de Parisiens aimeraient bien éliminer aussi. Paris, à majorité catholique, s'est en effet violemment opposé au roi pendant les troubles et a retrouvé une indépendance politique pendant presque 15 ans, à tel point que le roi précédent, Henri III, est chassé de la ville en 1588, puis assassiné en 1589, sous les applaudissements du pouvoir municipal. Henri IV, qui lui succède, doit faire le siège de la ville pendant 5 ans pour pouvoir y entrer. Une fois la paix retrouvée, avec l'édit de Nantes en 1598, il faut donc restaurer l'autorité royale fragile, l'économie et Paris. La place royale répond à ces 3 objectifs. Le principal ministre d'Henri IV, Sully, se charge du rétablissement économique. Il s'appuie sur une doctrine dite mercantiliste, qui considère que la richesse du pays est d'abord liée à sa réserve de métaux précieux, l'or et l'argent. Pour devenir plus puissant en Europe, il faut donc limiter au possible les importations, qui font sortir de la monnaie du pays, et favoriser les exportations, qui font entrer des métaux. Pour approcher l'autosuffisance, Sully protège donc la production intérieure et essaye de remplacer les productions importées, en particulier les produits de Hollande et d'Italie, comme le drap ou la porcelaine. Comme créer de toutes pièces une industrie est difficilement rentable pour les marchands, le pouvoir royal doit aider et financer l'établissement de grandes manufactures capables de rivaliser avec les industries milanaises, hollandaises ou même lyonnaises. Entre 1600 et 1610, Henri IV et Sully essaient d'imposer Paris comme capitale économique indiscutable du pays, en centralisant les ateliers et les manufactures, dont la manufacture de toile, aujourd'hui dite des Gobelins, créée en 1601, est d'abord logée dans le palais du Louvre. La place des Vosges est simplement l'une de ces manufactures. L'ensemble est créé pour accueillir un grand atelier d'étoffes précieuses, qui doit remplacer la production nord-italienne. Avant même que l'idée d'une place ne soit émise, il est prévu dès 1603 de réserver un terrain du Marais à une manufacture de soie. En 1605, on commence à construire un long bâtiment pour accueillir ce lieu de production. D'idées en idées et de discussions en discussions, le projet prend de l'ampleur et prend place au sein de la grande transformation de Paris que préparent Henri IV et Sully. Le 29 mars 1605, le roi demande à son ministre la réalisation du projet, apparemment né lors d'une de leurs conversations. « Mon ami, cette lettre sera pour vous prier de vous souvenir de ce dont nous parlâmes dernièrement ensemble, de cette place que je veux que l'on fasse devant le logis qui se fait au marché aux chevaux, pour les manufactures. » Henri IV profite donc de l'établissement de cette manufacture pour restaurer cette partie de Paris, le Marais, qui est devenu à la mode depuis que plusieurs princes y ont fait construire leur résidence à la fin du XVIe siècle. Le projet économique finit par se doubler d'un projet urbanistique. La manufacture formera la face nord. On fera des immeubles à 2 étages, un étage très haut de plafond pour les ateliers, un autre et un comble pour loger ouvriers et apprentis. On édifiera 3 autres côtés, pour former une place carrée, 37 pavillons sur le même modèle, qui aujourd'hui ne sont plus que 36. On louera les étages à des marchands et des artisans, et on établira des boutiques au rez-de-chaussée, en les entourant d'un promenoir abrité sous arcades. Au total, un centre commercial, incluant la production, la vente et la promenade. Au centre de la place, là où se trouvait auparavant un marché aux chevaux, on laissera un plan libre de 140 mètres de côté, un espace tout à fait vide, un théâtre pour tous les spectacles qui ne trouvent pas assez de place dans la ville. À leur construction, les immeubles de la place ne sont donc pas du tout des hôtels particuliers, la demeure urbaine de l'élite. Ce sont des maisons d'ouvriers, à la fois ateliers et logements. Elles ont 2 étages pleins, alors que les hôtels n'en ont alors qu'un seul. Elles ont toutes la même façade, alors que les hôtels particuliers cherchent au contraire à se distinguer, pour montrer la puissance de la famille aristocratique qui l'habite. Et pourtant, aujourd'hui, chaque adresse de la place porte le nom d'hôtel. Voici l'hôtel de Chaulnes, l'hôtel de Richelieu ou l'hôtel de Rouen. La place a donc tout à fait dévié socialement, en passant rapidement d'une habitation modeste
à l'élite de la société du XVIIe siècle. La place royale forme un exemple d'aristocratisation d'un quartier, en raison d'agréments, d'une nouveauté recherchée par l'élite dans cet espace. Et quels sont au juste ces agréments et cette nouveauté ? Qu'est-ce qui a pu pousser les plus riches habitants de la ville à racheter des bâtiments conçus pour abriter des métiers à tisser et y installer leurs appartements, plutôt qu'à simplement acquérir un terrain et y faire bâtir leur propre palais ? Pour comprendre pourquoi ce lieu a pu paraître si attrayant et si neuf, il faut oublier le concept trop strict de place royale et revenir à une question simple. Dans une ville, lieu de la densité, à quoi sert une place, un espace vide ? Pourquoi gaspiller des terrains particulièrement chers et rares à créer du vide plutôt qu'à établir des rues et des maisons ? Ce qu'offre de neuf la place des Vosges, c'est ce qui n'existe pas dans la ville médiévale qui la précède. Du vide, de l'espace, du calme. Paris garde des cicatrices des guerres de religion. Les constructions neuves, comme celle de l'hôtel de ville, du Pont Neuf ou du Palais des Tuileries, sont mises à l'arrêt. La ville se dresse de barricades, un phénomène tout à fait nouveau, et 5 sièges successifs mettent à mal le paysage de Paris. La plus grande ville d'Europe, réunissant environ 300 000 habitants en 1600 et en forte croissance, n'a donc vu que des destructions depuis un demi-siècle, sans vraiment que des constructions neuves ne les viennent compenser. En 1600, le gros de Paris a en effet une forme héritée du Moyen-Âge. Le premier trait de l'urbanisme médiéval est l'irrégularité. Il n'y a pas de projet établi à l'avance. La ville pousse par l'action et les constructions des particuliers. Les rues ne sont pas rectilignes, le plan est irrégulier, et les édifices sont construits individuellement par les propriétaires, à l'échelle de la parcelle, aussi petite soit-elle. Les constructions sont envahissantes et ne cessent de se réinventer pour conquérir de l'espace, au sol et en hauteur. À l'échelle de la ville, la conséquence en est une densité écrasante, promiscuité encore aggravée par la croissance démographique. Et le deuxième trait de la ville médiévale, c'est la muraille. Le rempart fait la ville. Elle pose une frontière stricte entre ce qui en fait partie et ce qui n'en fait pas, ce dont on accepte l'entrée et ce dont on la refuse, ceux qui payent l'impôt et ceux qui en sont épargnés. Cette frontière est physique. Un mur épais ferme entièrement la ville, ponctué par des percements qui assurent les circulations, les portes de Paris. Une population qui explose dans un espace limité et logée dans des constructions anarchiques. En 1600, Paris étouffe. Les rues les plus grandes ont 6 ou 7 mètres de large, la majorité moins de 4. Les ponts sont recouverts de maisons, les parcelles sont très ténues et les maisons sont étroites et hautes. La ville médiévale, dont la structure est toujours bien présente en 1600, est la ville du plein. Dans ce cadre, le pouvoir le plus impressionnant ne consiste pas tellement à construire, mais au contraire, à créer du vide. Henri IV, lorsqu'il arrive finalement à Paris, cherche à reconstruire la ville pour asseoir son pouvoir. À présent qu'il y a la paix, il faut regarder à embellir le royaume. Mais pour embellir, contrairement à ses prédécesseurs qui préféraient les constructions verticales, tours ou flèches, pour être vus malgré les rues étroites, Henri IV refuse de se battre contre la densité. Ses créations percent des ouvertures, des vues, du vide. Il y a l'ouverture du regard depuis le Pont Neuf, le premier pont de Paris non couvert de maisons, et qui rend enfin la Seine accessible. Il y a l'ouverture du grand dessin du Louvre, qui quadruple la cour d'honneur du château. Et surtout, il y a les places. Avant Henri IV, il n'y a en clair que 2 vraies places publiques à Paris. Le parvis de Notre-Dame, un petit dégagement embarrassé de chapelles devant la cathédrale, et la place de Grève devant l'hôtel de ville, un lieu toujours occupé par le commerce et l'activité du port. Aucun repos, donc. Là où il le peut, le roi pousse les murs de la ville, écarte le bâti pour créer des respirations dans un espace urbain oppressant. Sur un terre-plein sur la Seine,
on crée la place Dauphine. Sur une muraille au nord du Marais, on projette la place de France. Pour la place Royale, on se sert d'un espace à l'abandon. À la fin du Moyen-Âge, il y a à côté de la porte Saint-Antoine et de la Bastille, une résidence des rois, l'hôtel des Tournelles. Un ensemble de bâtiments disparates, désuets au XVIe siècle par leur style, et abandonnés depuis que le roi Henri II y soit mort accidentellement. Le terrain est plus tard utilisé comme marché aux chevaux. C'est un terrain périphérique, excentré par rapport à l'axe de communication principal, la rue Saint-Antoine. Mais on a là une parcelle grande que l'on peut dégager sans trop de destruction. Ici, on pourra faire un grand vide. Dans la deuxième partie de cette brève histoire de la place des Vosges, nous verrons comment, depuis le projet initial, cet espace a été vite approprié par les élites, et comment, face à l'échec de son projet économique, le pouvoir royal a cherché a posteriori à transformer la place en un lieu de représentation symbolique que nous connaissons encore. Merci d'avoir regardé le premier épisode de cette nouvelle série, Le Tableau de Paris, qui cherche à rendre plus accessibles les couches de passé qui se sont accumulées sur cette ville, et qui rendent les lieux les plus souvent fréquentés, parfois difficiles à lire et à comprendre. Chacune de nos vidéos suivra les critères de vérifiabilité d'une publication scientifique, comme un petit livre sur un espace de la capitale, incluant des notes, des sources, une bibliographie pour aller plus loin. Si vous voulez en voir davantage, vous pouvez aider la chaîne en vous y abonnant, en aimant cette vidéo ou en la partageant. Élastiques sont